Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est réservée à la partie quasi-nipotente d'un opérateur borné. Alors tout d'abord, si on considère T agissant sur un espace de Banach complexe X, quasi-nipotent, un opérateur quasi-nipotent. Alors pour rappel, un opérateur quasi-nipotent signifie que le spectre de T est réduit à 0. Alors on a vu que ça c'est équivalent à dire que le rayon spectral de T égale à 0. Et le rayon spectral c'est exactement la limite de la norme de T à la puissance n, 1 sur n, quand n tend vers plus infini. Maintenant si je prends x, un vecteur arbitraire de x, et je suppose qu'elle est non nulle, alors la norme de t à la puissance n de x, à la puissance 1 sur n, est inférieure à la norme de tn à la puissance 1 sur n fois la norme de x à la puissance 1 sur n. Alors ça tend vers 0, celui-là tend vers 1, et donc on obtient que la limite de t à la puissance n x à la puissance 1 sur n égale à 0. Évidemment, quel que soit x dans x. Alors on l'a obtenu pour x différent de 0, mais pour x égale à 0, c'est trivial. Définition. Soit t un opérateur borné. Alors on appelle l'ensemble des x appartenant à x tels que la limite quand n tend vers plus infini de la norme de tn x à la puissance 1 sur n égale à 0 est appelée la partie quasi-nipotente de t. Alors on remarque si t est quasi-nipotent, alors H0 de t c'est exactement l'espace X. H0 de t, c'est-à-dire la partie quasi-nipotente de t contient le noyau généralisé de t qui est par définition la réunion sur le n des noyaux de t à la puissance n. Donc le noyau généralisé de t est noté n infini de t et c'est la réunion des noyaux des itérés de t, c'est-à-dire de t à la puissance n, avec n supérieur ou égal à 0. Alors ça c'est clair parce que si je prends x dans le noyau généralisé, ça veut dire que t à la puissance n de x égale à 0 pour un certain n, et là on a t à la puissance k de x égale à 0, quel que soit k supérieur à n, et donc la limite de t à la puissance
k de x de tout à la puissance, la limite de la norme de t à la puissance kx de tout à la puissance 1 sur k, c'est 0. Et donc x appartient à h0 de t. Alors dans cette proposition, on va regrouper quelques propriétés qui découlent immédiatement de la définition. Alors soit t dans bx. Alors, la première assertion, la partie quasi-nilpotente est un sous-espace vectoriel de x. La deuxième assertion, quel que soit x dans x, x appartient à h0 de t, si seulement si tx appartient à h0 de t. La troisième, quel que soit lambda, un scalaire non nul, le noyau de t moins lambda inter h0 de t est réduit à 0. Alors, preuve. Alors, je prends x, un vecteur, et lambda scalaire de c. Alors, comme 0 appartient à h0 de t, alors on peut supposer lambda est différent de 0. Alors le x, je le prends dans h0 de t. Et donc on a t à la puissance n de lambda x à la puissance 1 sur n, c'est égal au module de lambda fois la norme de tnx à la puissance 1 sur n. Évidemment, ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Et donc, lambda x appartient à h0 de t. Maintenant, je considère deux vecteurs x et y dans la partie quasi-nilpotente de t, et on démontre que leur somme reste dans la partie quasi-nilpotente. Alors on a Tn de x plus y à la puissance 1 sur n, c'est égal à, c'est inférieur ou égal à la norme de Tnx plus la norme de Tny de tout à la puissance 1 sur n, et ça c'est inférieur à la norme de Tnx à la puissance 1 sur n plus la norme de Tny à la puissance 1 sur n. Ce qui implique que la limite en plus infinie de Tn x plus y à la puissance 1 sur n égale à 0, et donc x plus y et donc h0 de t. Montrons maintenant la deuxième assertion. Alors je prends x, un élément de h0 de t, et on démontre que t de x reste dans h0 de t. Donc on calcule la norme de Tn Tx à la puissance n. Alors ça c'est inférieur à la norme de t
fois la norme de Tnx, plutôt à la puissance 1 sur n, et donc c'est inférieur à la norme de t à la puissance 1 sur n fois la norme de Tnx à la puissance 1 sur n. Alors comme la racine énième est définie pour un nombre non nul, alors on a intérêt à supposer que la norme de t est différente de 0. Alors si t égale à 0, normalement on a h0 de t, c'est l'espace tout entier, et donc on va avoir x appartient à l'espace x, si seulement si tx appartient à x. Et ça bien sûr c'est trivialement vérifié. Donc on peut toujours supposer que t est non nul. Donc là, et supposons t est différent de 0. Donc ça tend vers 0. La norme de t à la puissance 1 sur n tend vers 1. Donc on obtient que cette limite en plus infini égale à 0. Ce qui implique que tx est donc h0 de t. Alors montrons maintenant la troisième assertion. Supposons qu'il existe un vecteur non nul appartenant au noyau de t moins lambda inter la partie quasi-nilpotente de t. Alors elle s'ensuit que t à la puissance n de x égale à lambda à la puissance n fois x, et donc la norme de Tnx à la puissance 1 sur n égale au module de lambda fois la norme de x à la puissance 1 sur n, et ça bien sûr ça tend vers le module de lambda qui est différent de 0 par l'hypothèse, ce qui constitue une contradiction. Maintenant, dans cette proposition, on donne une caractérisation analytique des vecteurs de la partie quasi-nilpotente de t. Alors, soit t dans Vx alors les assertions suivantes sont équivalentes. X est un élément de la partie quasi-nilpotente de t, si seulement si il existe une fonction f définie sur C étoile en valeur dans x analytique telle que t moins lambda fois f lambda égale à x, quel que soit lambda, différent de 0. Alors 1 implique 2. Donc je considère un vecteur x de h0 de t. Et on démontre qu'il existe une fonction f qui vérifie t moins lambda f lambda égale à x sur C étoile avec f analytique. Alors d'abord il faut remarquer la chose suivante, c'est que si je prends lambda assez grand, c'est-à-dire lambda de module supérieur strictement à la rayon spectrale, alors dans ce cas, t moins lambda est inversible. Et f lambda égale dans ce cas à t moins lambda à la puissance moins 1 fois x égale à moins la somme de 0 à plus infini de lambda à la puissance moins n plus 1 fois t à la puissance n appliqué à x. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est démontrer que
cette série converge pour n'importe quel lambda différent de 0. Et après, il faut vérifier que t moins lambda f lambda égale à x. Donc, on considère alpha un réel strictement positif. Alors, il existe k supérieur ou égal à 0, tel que cette inégalité est vérifiée quel que soit n supérieur ou égal à k. Alors, pour lambda de module strictement supérieur ou égal à alpha, on a la norme de lambda à la puissance moins n plus 1 fois la norme de Tnx inférieure à alpha à la puissance moins n plus 1 fois la norme de Tnx. Et donc inférieure à alpha moins 1 1 demi à la puissance n. Et on sait que la série de termes général 1 sur 2 à la puissance n est une série qui est convergente. Et donc on obtient que la série de ce terme général, lambda à la puissance moins n plus 1 à la puissance nx, est une série qui est normalement convergente. Donc la série moins n plus 1 Tnx est normalement convergente sur ces doigts. D'autre part, t moins lambda de f lambda, c'est t moins lambda de la somme de 0 au plus infini de lambda à la puissance moins n plus 1 Tnx est donc égal à la somme de 0 à plus infini de lambda à la puissance moins n plus 1 Tn plus 1 de x moins la somme de 0 au plus infini de lambda à la puissance moins n Tnx. Alors après simplification, on trouve AX. Là, je rectifie, j'ai oublié un signe moins parce que f lambda, c'est moins cette série. Donc, il y a un signe moins. Donc, moins plus. Alors, montrons maintenant que 2 implique 1. Donc, il existe f, une fonction de cette loi x analytique tel que f de lambda, tel que t moins lambda, f de lambda égale à x, quel que soit lambda, dans cette.
soit lambda un nombre complexe, tel que son module est supérieur strictement à la norme de t. Alors, dans ce cas, f de lambda égale à t moins lambda moins 1 appliqué à x. Parce que dans ce cas, t moins lambda est inversible et donc on obtient que f lambda c'est t moins lambda moins 1 appliqué à x. Or, on sait que la limite quand le module de lambda tend vers l'infini de t moins lambda moins 1 égale à 0. Donc, la limite quand le module de lambda tend vers plus infini de f de lambda égale à 0. Alors, pour lambda différent de 0, on pose g de lambda égale à f de 1 sur lambda. Alors, f ou bien g est analytique sur cette onde. De plus, g est borné au voisinage de 0. Alors ça vient du fait que la limite pour lambda en module tend vers plus infini de f lambda égale à 0, ça implique que la limite quand lambda tend vers 0 de la fonction g de lambda égale à 0. Et donc ça implique en particulier que g est borné au voisinage de 0. Et donc g est prolongeable en une fonction holomorphe au point 0, c'est-à-dire holomorphe sur C. Donc G se prolonge en une fonction holomorphe sur C. Par suite, G se développe en série entière sur C, donc G de lambda égale à la somme de 0 à plus infini de lambda à la puissance n, un, quel que soit lambda dans C. Ce qui implique que f de lambda égale à la somme de 0 à plus infini de lambda à la puissance moins n, un, quel que soit lambda dans C2. Maintenant, on va utiliser l'identité que vérifie, l'égalité que vérifie la fonction f lambda. Donc f lambda vérifie x égale à t moins lambda fois f lambda. Et donc c'est t moins lambda de la somme de 0 à plus infini de lambda à la puissance moins n fois un. Et donc ça donne la somme de 0 à plus infini de lambda à la puissance moins n, t un, moins la somme de 0 à plus infini de lambda moins n plus 1 un égale à la somme de 0 à plus infini lambda à la puissance moins n t un. Et là, je fais un changement d'indice, donc ça donne la somme de moins 1
à plus infini de lambda à la puissance moins n, u indice n plus 1. Donc égal à moins lambda fois u0 plus la somme de 0 à plus infini de lambda à la puissance moins n, tun moins un plus 1. Ce qui implique que x égale alors, u0 égale 0, x égale à moins u1, et t de un égale à un plus 1, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Ce qui implique que t que un plus 1 égale à tn u1, et comme u1 c'est moins x, donc c'est moins tn de x, quel que soit n supérieur ou égal à 0. Considérons maintenant un réel positif arbitraire dans l'intervalle ouvert 0,1. Alors, comme f de epsilon qui est égal à moins la somme de 0 à plus infini de epsilon moins n existe, alors quel que soit, alors, il existe un grand n, un entier supérieur ou égal à 1, tel que epsilon à la puissance moins n fois la norme de un est inférieur à epsilon, quel que soit n supérieur à 1. Et donc, la norme de un est inférieure à epsilon à la puissance n plus 1, et comme le epsilon est strictement inférieur à 1, donc ça c'est inférieur à epsilon à la puissance n. Par suite, alors comme un, la norme de un plus 1, qui est égale à la norme de tn de x, est inférieur à epsilon n plus 1, inférieur à epsilon à epsilon de la puissance n, alors quel que soit n supérieur à grand n. Maintenant on passe à la racine énième, donc ça donne tn x à la puissance 1 sur n, inférieur à epsilon, quel que soit n supérieur à grand n. Ce qui implique que la limite au plus infini de tnx à la puissance 1 sur n égale à 0, et donc x appartient à h0 de t. Maintenant, il découle du résultat qu'on vient de démontrer que un élément de la partie quasi-nilpotente peut toujours être écrit comme t moins lambda de quelque chose. Et donc x appartient à l'image de t moins lambda pour lambda différent de 0. Donc corollaire, soit t un opérateur borné, alors h0 de t est inclus dans r de t moins lambda, quel que soit lambda, différent de 0. Donc r t moins lambda, c'est l'image de t moins lambda tout simplement. Alors, théorème. Soit t un opérateur
borné sur X. Alors, T est quasi-nipotent. Si seulement si sa partie quasi-nipotente coïncide avec l'espace X. Alors, on va démontrer juste l'implication inverse. Donc, je prends lambda différent de 0 et je démontre que T moins lambda est inversible. Alors, d'abord, on a H0 de T est inclus dans R de T moins lambda. Et H0 de T, c'est l'espace X. Donc, ça implique que T moins lambda est surjectif. D'autre part, on a le noyau de T moins lambda inter H0 de T, toujours pour lambda différent de 0, ça c'est 0. Donc ça d'une part, et d'autre part, on a le noyau de T moins lambda est inclus dans X et H0 de T égale à X, donc ça c'est le noyau de T moins lambda, et donc T moins lambda est injectif. Donc, finalement, T moins lambda est inversible. Et donc, le spectre de T est réduit à 0 et T est donc quasi-nipotent. En réalité, ce qu'on obtient ici, c'est que le spectre de T est inclus dans 0. Mais comme le spectre de T est toujours non vide, alors dans ce cas, le spectre de T est forcément égal à 0. Alors, proposition. Alors, on a vu jusqu'à présent que H0 de T est un sous-espace vectoriel qui est en général non fermé. Mais si H0 de T est fermé, et si je prends la sélection de T à la partie quasi-nipotente, alors dans ce cas, j'obtiens un opérateur quasi-nipotent. Alors, j'énonce le résultat. Soit T dans Bx, si H0 de T est fermé, alors l'opérateur induit par T sur H0 de T est quasi-nipotent. Alors, preuve. Alors, la preuve est très simple, il se base juste sur la remarque suivante. Si Y est un sous-espace fermé de X, invariant par T, alors H0 de T restreinte à Y égale H0 de T inter Y. C'est une égalité triviale et facilement vérifiable. Donc si on pose Y égale à H0 de T, alors il vient que H0 de T restreint à H0 de T égale à H0 de T. C'est-à-dire égal à l'espace tout entier sur lequel est défini l'opérateur T restreinte à H0 de T. Et donc, T restreinte à H0 de T est quasi-nipotent. Alors, dans la proposition qui suit, on a une certaine dualité entre la partie quasi-nipotente et le cœur analytique. Alors, plus précisément,
si on considère un opérateur borné sur X, alors la partie quasi-nilpotente de T est incluse dans l'orthogonale du cœur analytique du T étoile. Alors en général, on n'a pas égalité. Donc, soit X un vecteur de la partie quasi-nilpotente et F donc T moins 0. Et montrant que f de x égale à 0. Donc si on établit ça, quel que soit f non nul, alors pour f égale à 0, c'est trivial, et donc on obtient que f de x égale à 0, quel que soit f. Donc kt étoile ici, c'est pas kt. Et donc x appartient à l'orthogonale du cœur analytique de T étoile. Alors le fait que f appartient au cœur analytique de T étoile, on a l'existence d'une suite Fn inclus dans le dual topologique de X et delta strictement positif tel que f de 0 égale à f, T étoile de Fn plus 1 égale à Fn, et Fn en norme inférieure à delta à la puissance n fois la norme de f, quel que soit n supérieur ou égal à 0. Il vient donc que le module de f de x égale au module de t étoile n de Fn appliqué à x. Donc ça vient du fait que f égale à t étoile n de Fn, quel que soit n supérieur ou égal à 0. Donc égal à Fn en t à la puissance n appliqué à x, donc inférieur ou égal à la norme de Fn fois la norme de t à la puissance n de x. Or, la norme de Fn est inférieure à delta à la puissance n fois la norme de f, donc ça c'est inférieur à delta à la puissance n fois Tn x fois la norme de f. Nous montrons maintenant que la limite en plus infinie de delta à la puissance n fois Tn x égale à 0. Alors là, quel que soit, donc c'est pas propre à delta, c'est pour n'importe quel réel, on a la limite de t à la puissance n fois la norme de t à la puissance n x égale à 0, quel que soit t dans R1 plus. Alors en effet, comme la limite de Tn x à la puissance 1 sur n égale à 0, parce que x appartient à h0 de t, donc cette limite égale à 0 pour x dans h0 de t. Donc ce qu'on va démontrer ici, qui ne dépend pas vraiment, ou bien qui sort du cadre de la démonstration, c'est que si je prends x, un élément de la partie quasi-nilpotente, alors la limite en plus infinie de t à la puissance n fois la norme de Tnx égale à 0, quel que soit t dans R+. Alors pour le démontrer, on a la limite de t à la puissance nx de tout à la puissance 1 sur n, c'est 0. Et donc, il existe un entier n tel que
Tnx à la puissance 1 sur n est inférieur à 1 demi, quel que soit n supérieur à grand N. Je divise par t. Et donc, Tnx inférieur à 1 sur t à la puissance n, 1 sur 2 à la puissance n. Ce qui implique que t à la puissance n fois Tnx inférieur à 1 sur 2 à la puissance n. Et donc, la limite de 1 sur 2 à la puissance n, c'est 0, implique que la limite de t à la puissance n, Tnx égale à 0. Alors, le t, il faut le prendre différent de 0, bien sûr. Donc R est au plus. Et donc, on obtient que cette limite égale à 0, et donc f de x égale à 0. Donc, par conséquent, la limite en plus infinie de delta à la puissance n, Tnx égale à 0, et donc f de x égale à 0. Ce qui termine la preuve de cette proposition. Alors, comme conséquence de cette proposition, on a le corollaire suivant, qui affirme que si t est quasi nipotent, alors le cœur analytique de t égale le cœur analytique de t étoile égale à 0. Alors, preuve, d'après la proposition précédente, on a H0 de t est inclus dans l'orthogonale du cœur analytique de t étoile. Or, le fait que t est quasi-nipotent implique que la partie quasi-nipotente est l'espace x tout entier, et donc on obtient que x égale à l'orthogonale de k de t étoile, et donc k de t étoile c'est égal à 0. Donc ce qu'on a établi maintenant, c'est que tout opérateur quasi-nipotent, le cœur analytique de son adjoint est réduit à 0. D'autre part, on a t étoile aussi quasi-nipotent, c'est parce que le spectre de t étoile égale au spectre de t égale à 0. Et donc, d'après la première étape, le cœur analytique de t étoile égale à 0. Maintenant, pour déduire que le cœur analytique de t est réduit à 0, on va utiliser l'injection canonique. Donc, j'ai l'application qui va de x dans le but dual de x, qui a x associé gx, défini sur x étoile, la valeur dans c, qui a f associé f de x. Alors, il est facile de vérifier que t étoile rho g appliqué à x appliqué à f égale à g rho t appliqué à x appliqué à f égale à f de x. Alors, il convient de noter que toute cette partie concerne tous les opérateurs et pas uniquement les opérateurs quasi-nipotents. Donc, si je prends G, c'est l'injection canonique, alors il vérifie cette identité. Donc,
cette identité, je peux la réécrire de cette manière. T étoile étoile rho G égale à G rho T. Et on a G de K de T inclus dans K T étoile étoile. Alors on va démontrer ça. On prend X, un élément du cœur analytique de T. Alors il existe un ouvert U contenant 0 et une fonction f de U à valeur dans X analytique telle que T moins lambda f lambda égale à X, quel que soit lambda dans l'ouvert U. Alors maintenant je compose avec G, donc G T moins lambda f lambda égale à Gx. Et donc, alors Gt c'est T étoile étoile J moins lambda J f lambda égale à Gx. Et donc, T étoile étoile moins lambda Gf lambda égale à Gx. Alors ça, quel que soit lambda dans U. Et donc on obtient, alors là, il faut remarquer que la fonction qui a lambda associé Gf lambda est une fonction analytique. Ça vient du fait que f est analytique et je compose avec une application linéaire, donc ça reste une fonction analytique. Définie sur U à valeur dans le but dual de X. Et donc on obtient que Gx appartient à K de T étoile étoile. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'image par l'injection canonique J du cœur analytique de T est inclus dans le cœur analytique de T étoile étoile. Maintenant on revient à la démonstration. On a K étoile étoile et K de T étoile étoile égale à 0. Et J de K de T inclus dans K de T étoile étoile qui est égal à 0. Et comme G est une isométrie, donc le rappeler ici, c'est que J de X égale à la norme de X. Je préfère le renseigner ici. Donc on a G de X égale à la norme de X, quel que soit X dans X. Et donc G est injectif en particulier, ce qui implique que K de T est égal à 0.